Alors, bienvenue, bonjour. Effectivement, donc, mon nom, c'est Olivier Lecomte et j'ai été critique de cinéma pendant une vingtaine d'années, entre grosso modo 1992 et 2012. Vous m'avez peut-être lu dans le Télémoustique. Je m'occupais des sorties cinéma que j'ai partagées à un moment donné avec un jeune collègue, Geoffroy Comquès. Je trouve que c'est intéressant, c'était presque de l'intergénérationnel à l'époque, parce qu'on avait une douzaine d'années d'écart et lui était plutôt branché sur le cinéma qu'on appelle, le cinéma américain qu'on appelle les blockbusters, c'est pas plus commercial. Et donc, il m'a fait découvrir les meilleurs blockbusters, et moi je lui ai fait découvrir Antonioni et Bergman, comme ça on équilibrait la critique. Je commentais aussi une trentaine de films par semaine qui passaient à la télévision, et deux jeunes collègues qui me remplaçaient quand je prenais de temps en temps des vacances. Ça arrive, même quand on est indépendant comme moi, ça va faire 40 ans que je travaille, 30 ans comme indépendant, et quand je prenais des vacances, eh bien, ces deux jeunes collègues, quand je suis parti pour, cette fois, développer tous mes cours, me remplacent toujours à Télémoustique, Thierry Van Nooyenberg, notamment. Voilà. Alors, la critique, c'est formidable. On rencontre en plus, j'ai fait presque, oui, à peu près 300 entretiens avec réalisateurs, réalisatrices, acteurs, actrices, etc. Travaillé pour la RTBF, l'émission Télécinéma, que vous avez peut-être connue. Et je veux dire que c'était l'époque où on pouvait faire des entretiens de 45 minutes, 1 heure, avec Ken Loach, Bertrand Tavernier, Agnès Varda, je l'ai accompagné pendant 3 jours à Bruxelles, Sandrine Bonner, etc. Les Américains aussi, Tom Hanks, l'Anglais, Anthony Hopkins, etc. Et j'ai senti en 20 ans qu'effectivement, il y a de plus en plus de supports, de magazines, de plateformes, de tout ce que vous voulez. Et du coup, eh bien, les entretiens se rétrécissaient. Et moi, j'ai toujours aimé, quand je faisais un entretien avec un professionnel, je revoyais quasiment toute sa filmographie, donc il le sentait, donc ça se passait très très bien, parce qu'il y a des gens pas faciles, des gens comme Spike Lee, par exemple, ne sont pas des gens faciles à interviewer, et Waki Kaurismäki, dont le nouveau film sortira bientôt, Les Feuilles Mortes. Je vous recommande ce cinéaste finlandais exceptionnel qui n'a plus tourné depuis 6 ans. Tous les 6 ans, il dit qu'il arrête, mais c'est comme Ken Loach qui doit maintenant avoir dépassé 90 ans et, ou approcher les 90 ans, et qui aura son prochain film, The Old Oak, qui sortira ici à Bruxelles fin octobre. Bref, toujours est-il que néanmoins, en 20 ans de journalisme, il faut aller très vite. Et donc, moi, j'ai fait la philosophie, en plus de 2 années de cinéma à l'INSAS, et en philosophie, vous passez 3 jours à comprendre une page de Hegel. Donc, j'aime approfondir. Alors, je ne devrais peut-être pas dire ça, parce que vous allez vous dire, oh là là, mais alors c'est court, on va passer 3 heures sur un extrait de 2 secondes. Non, 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 quand même, je synthétise. Mais ça me manquait, j'étais aussi dans l'enseignement, notamment à l'école Varda, j'enseignais le cinéma. Et je veux dire que j'aime approfondir et j'aime repasser sur mes traces, c'est-à-dire que des cinéastes comme Antonioni, que j'ai vénéré à 16, 17 ans, je vais en avoir 63, j'aime bien voir ce qui m'en reste et comment je peux aller plus loin, comprendre plus de choses, ou au contraire, avoir des réserves à un moment donné par rapport à tel ou tel cinéaste. Voilà. Et donc, ça m'a intéressé, et les hasards ont fait... toute ma carrière a été une suite de hasards. J'ai été lancé dans la critique par quelqu'un que je vous recommande et qui donnera une conférence ici à l'UDA, Bruxelles, c'est Philippe Reinhardt, l'homme aux lunettes blanches. Je trouve que la photo dans le programme, je ne sais pas pourquoi il a choisi cette photo, il a un air très sérieux, c'est un homme d'une convivialité, c'est un authentique liégeois quand même. Bon, et je veux dire que c'est pour moi, après Céline Sasson, la personne qui était la plus importante pour le cinéma belge, comme critique, comme animateur et comme administrateur de Wallimage pendant 20 ans. Si le cinéma en Belgique est aussi développé, c'est grâce à M. Philippe Reinhardt qui viendra raconter son parcours ici à l'UDA Bruxelles, et je serai dans le public. C'est lui qui m'a lancé. C'était donc en 92, en me donnant sa page de dimanche matin, Télémoustique m'a appelé, j'ai dit voilà, c'est comme ça. Et ici à l'UDA, je donnais une conférence en remplacement d'Hugues Dallier, qui est un excellent collègue que j'ai côtoyé beaucoup, et Mathias Lefebvre m'a proposé de donner cours tout le temps, toute l'année. Donc, j'ai à peu près 70 séances, alors en partie à Bruxelles et en partie à Louvain-la-Neuve. Alors, si vous prenez le programme de la page 76 à 78, vous verrez qu'il y a 5 cycles cette saison, essentiellement le jeudi matin de 10 à 12 heures, un cycle le mardi après-midi de 14 à 16 heures. Alors, je ne sais pas si, en fait, vous aviez déjà un petit peu été voir et que vous avez des questions, parce qu'en fait, ici, il n'est pas
il ne s'agit pas de vous donner cours. Je vous rappelle quand même deux choses, c'est que mes cours sont illustrés par des extraits projetés sur des écrans similaires. Voilà, donc en général 8 à 10 extraits par cours qui sont bien sûr liés à la thématique abordée. Je vais à peu près 40 thématiques différentes depuis 14 ans. Et ça, c'est la première chose, donc cours illustrés. Deuxièmement, ce n'est pas en commodal ni en distanciel. Pour des questions de droit d'auteur, il y a l'exception pédagogique. Je peux vous parler et projeter des extraits. C'est juridiquement très flou. Et donc, ne prenons pas de risque, Jacques, tu es d'accord, c'est juridiquement très flou. Si vous êtes chez vous, que vous regardez les extraits sur le PC et qu'éventuellement, parce que je sais que vous êtes certains et certains d'entre vous très calés, bien plus que moi, en technique, si certains enregistrent et le donnent à leur petit-neveu, là, on a des soucis avec Walt Disney, la Warner, la Columbia et même Belga Film. Voilà. Donc, il y a uniquement le présentiel et pendant donc le Covid, je n'ai pas pu pendant un an donner cours parce que il n'était pas question de faire du distanciel. J'ai suivi par contre des conférences d'une jeune historienne parisienne. Je viens de revenir de Paris où j'ai fait 3 heures de visite du Père-Lachaise avec la tombe de Claude Chabrol, de Marie Laforêt, etc. Et elle était exceptionnelle en distanciel comme elle est exceptionnelle en présentiel. Mais voilà, donc est-ce que certains ont des questions? Sinon, je commenterai un petit peu les 5 cycles. Vous avez déjà repéré des choses. Oui, alors, comme j'aime bien approfondir, il m'est arrivé de développer le sujet en 1, 2, 3, 4 cycles. Mais je voudrais préciser que je divise la matière de manière très, très stricte et donc que vous pouvez suivre le 3e cycle sans avoir suivi les 2 premiers. C'est le cas pour Simenon à l'écran, les années Gabin, que je commence jeudi prochain. Je crois qu'il y a déjà 25 personnes inscrites. Et c'est le cas pour Black Images Matter, qui est évidemment une formule liée à Black Lives Matter, c'est-à-dire l'image de la communauté afro-américaine dans tout le cinéma hollywoodien indépendant depuis les origines jusqu'à nos jours. Et là, j'en suis à mon 4e cycle qui démarre à partir des années 70. Vous savez que le mouvement pour les droits civiques et sa radicalisation via les Black Panthers, etc., s'est faite tout au long des années 60 et début 70. Et la communauté noire, qui, à part quelques exceptions, comme Sidney Poitier, la première star afro-américaine du cinéma, la communauté noire qui avait été, sous-représentée et dont l'image avait été totalement dégradante pendant plus d'un demi-siècle, a tout d'un coup eu une aura et les grands studios hollywoodiens se sont dit il y a un nouveau public dans les ghettos, etc., qu'on peut attirer également dans les salles traditionnelles et dont nous allons leur confier des rôles qu'ils n'avaient jamais eus. Des rôles à la James Bond, des rôles de détective privé, et ça, ce qu'on appelait la Blaxploitation. Et donc, voilà, j'irai des années 70 à nos jours dans ce dernier cycle, mais je résumerai rapidement les 3 premiers, mais il n'est pas nécessaire de les avoir suivis. Donc, n'hésitez pas. C'est pareil pour Simenon à l'écran, les années Gabin. C'est mon 3e cycle Simenon. J'avais fait un premier cycle, Les Maigret. Oui, parce que c'est ça qui a rendu Simenon mondialement célèbre dès le début des années 30 et immédiatement, il a été adapté au cinéma. Il y a eu, Simenon voulait de lui-même devenir réalisateur, ça ne s'est pas produit, il a eu beaucoup de réticences vis-à-vis des adaptations qui ont été faites, mais ça concernait les Maigret. Aujourd'hui, les Maigret, on a plutôt l'image de tous les feuilletons télévisés, hein, je veux dire, mais au départ, c'était le cinéma qui s'en est emparé. Mais Simenon aussi avait des ambitions littéraires plus élevées. Le roman policier, disait-il, est une forme très codée, codifiée. Et donc, il a écrit dès le début aussi, dès le début des années 30, ce qu'il appelait les romans durs, les romans de la destinée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment d'enquête policière et ce sont des romans d'une modernité exceptionnelle, toujours d'actualité, à tel point d'ailleurs que ces dernières années, eh bien, on a adapté, vous avez peut-être vu Les Volets Verts de Jean Becker avec Depardieu, qui a aussi joué dans le... Maigret n'avait plus été à l'écran de cinéma depuis plus de 60 ans, et Maigret de Patrice Lecomte a fait revivre ce personnage avec un Depardieu, je veux dire, massif et je trouve extrêmement bon dans le rôle. Mais donc, ces dernières années, on s'est plutôt penché sur cette littérature que moi j'estime très moderne. Dans la modernité, c'est quoi en littérature? Mais c'est ce que Umberto Eco appelait l'œuvre ouverte, c'est-à-dire que
le sens de l'histoire, eh bien, c'est à nous de le trouver en partie. Le romancier nous donne des pistes, mais après, c'est à nous de réfléchir. Pourquoi le personnage agit comme ça? Pourquoi a-t-il abouti à cette impasse, etc. Ça, c'est l'œuvre moderne. Dans le cinéma ou la littérature classique, vous avez un personnage, des personnages qui ont un objectif à atteindre, il y a une série de difficultés, mais c'est très clair. Et dans le cinéma classique, c'est la même chose. Par exemple, dans le cinéma américain, jusque dans les années 60, le cinéma américain était régi par un code d'autocensure qu'on appelait le code Hays. Et si vous aviez le pire film mafieux, le pire film policier, etc., il fallait que ça se termine par crime does not pay, le crime ne paye pas. Vous ne pouviez pas voir un malfaiteur, un criminel s'en sortir. Il fallait que d'une manière ou d'une autre, il paye ses actes. À partir du milieu, fin des années 60, ça n'a plus été le cas. Et sinon, on était déjà bien en avance, 30 ans avant, parce que chez lui, il y a des gens qui s'en sortent, il y a des gens qui tombent dans la déchéance totale. Et donc, voilà, ici, comme j'avais parlé de ces romans durs, l'adaptation donc de ces 30 dernières années, j'avais aussi fait ce qu'on appelle un flashback en cinéma, j'avais fait un bond dans le passé, pour montrer aussi que les romans durs les premiers ont été adaptés pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, si vous avez lu, si vous connaissez Simon, si vous avez lu la biographie de Pierre Assouline, il a une formule que je trouve très juste. Simon, un auteur très occupé. C'est-à-dire qu'il a été l'auteur le plus adapté au cinéma pendant l'occupation. Simon, clairement, n'a pas été résistant, il n'a pas été non plus collaborateur, contrairement à son frère Christian, qui était un criminel rexiste condamné à mort par contumace ici en Belgique, et que Simon a fait évader vers la Légion étrangère, où il est mort en Indochine, mais sinon a toujours suivi son parcours personnel. C'était un individualiste. Ça ne lui semblait pas indécent de vendre les droits de ses romans à la Continentale, qui était la firme de l'occupant, et il a été l'auteur le plus prolifique, le plus adapté pendant l'occupation. Ça, c'était le deuxième cycle ici. Le troisième, je parle des années Gabin. C'est-à-dire, alors il n'y aura pas que les films avec Gabin, mais Gabin est l'acteur qui, au cinéma, a le plus incarné. Il a fait 3 Maigret, mais aussi 7-8 adaptations de romans durs, et il y en a de très connus, évidemment. Je veux dire, mais j'essaie de montrer que Gabin, qu'on estime parfois un peu monolithique, a incarné des personnages très, très variés, très différents, notamment dans La Vérité sur Bébé Donge. Vous avez un homme empoisonné par sa femme qui est à l'agonie et qui refait son parcours de couple, et qui se dit, mais c'est moi le coupable. C'est quand même assez extraordinaire. Et c'est avec Daniel Darieux et Jean Gabin, La Vérité sur Bébé Donge. Alors Gabin, lui, il a fait la guerre. Lui, il aurait pu se contenter, avec son exil américain, il était avec Marlène Dietrich, ça ne devait pas être désagréable, il aurait pu avoir les pieds en éventail et continuer sa carrière aux États-Unis. Non, il s'est engagé dans la marine et puis dans les chars. Il a été même jusqu'au nid d'aigle d'Hitler, où ils ont vidé la cave à vin, qui était encore remplie. Le nid d'aigle avait été bombardé, etc. Mais ils ont bien profité finalement des réserves de champagne français et de vin de Bordeaux qu'Hitler avait dans sa casemate. Le nid d'aigle à Berchtesgaden que j'ai visité, non pas par nostalgie, je vous rassure tout de suite, mais parce que c'est un panorama magnifique. Et puis, c'est au pied de ce nid d'aigle que se trouve la maison de Magda Schneider et de Romy Schneider, où elle a passé toute son enfance. Elle qui vient d'une famille nazie, ça j'ai donné un cours là-dessus, puisqu'elle a fait un parcours formidable en prenant conscience des compromissions et de sa mère et de son père, et en prenant le contre-pied et en jouant dans plusieurs films, dont La Passante du Sans Souci, où elle dénonce le nazisme, allant même jusqu'à incarner une jeune femme juive persécutée. Voilà, ça c'était la saison précédente. Et donc, sinon à l'écran, les années Gabin nous amènera jusqu'aux années 70, Le Chat, le président avec les dialogues d'Audiard. Et encore une fois, c'est un troisième cycle, mais vous n'avez pas vraiment besoin d'avoir suivi les 2 premiers. C'est une partie assez autonome qui couvre de l'année 48 jusqu'aux années 70. On va passer du noir et blanc à la couleur, etc. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens de dire? Donc, pas de comodal, pas de distanciel, nombreux extraits.
et vous pouvez suivre un cycle séparé sans devoir venir pendant 5 ans à l'UDA, mais je vous souhaite venir pendant des années à l'UDA parce que moi, je m'y sens très, très bien. Voilà. Pardon? Oui, oui, absolument, absolument. J'ai des gens qui me suivent depuis le début. Ça me fait très plaisir. En même temps, je suis ravi quand j'ai de nouvelles participantes et participants parce qu'il faut bien sûr que, je veux dire que, voilà, que les choses tournent bien. Alors, je pourrais encore vous parler du deuxième cycle ici à Bruxelles. J'en ai également 5 à Louvain-la-Neuve qui sont différents. Il y a, sinon, c'est à Bruxelles Louvain-la-Neuve, mais sinon, j'ai commencé un petit peu plus tard à l'UDA Louvain-la-Neuve, je crois 2 ans, ça fait 12 ans maintenant. Et donc, à la limite, si vous n'êtes pas contre prendre le tech ici à Alma, qui vous conduit directement, quasiment à l'UDA, hein, 5 minutes à pied. Vous avez également tout un panel de cours, mais enfin, ici, je suis invité à l'UDA Bruxelles. Donc, je vais vous parler aussi de Charlie Chaplin. C'est un cours que j'ai donné à 8 ou 9 ans, et dans mon auditoire, ils m'ont dit « Ah, mais non, celui-là, on n'a pas suivi ». Et donc là, je vais parler de cette trajectoire exceptionnelle. Chaplin était l'acteur, metteur en scène le plus connu mondialement à l'époque du muet. Mais il faut revenir sur son enfance à la Dickens. Il faut voir que dans le kit, ce n'est pas Charlot qui est authentiquement Chaplin, c'est le petit gamin qui veut adopter. Parce que lui aussi a été quasiment à la rue avant de rejoindre une troupe de comédiens ambulants, acrobates, la troupe de Fred Carnot, d'aller faire une tournée aux États-Unis avec un certain Stan Laurel, qui n'avait pas encore ce nom-là, et il y avait les chasseurs de tête, et Max Sennett, qui avait lancé vraiment l'âge d'or du film burlesque, repère Chaplin, et Chaplin se dit « Moi, le cinéma, ça ne m'intéresse pas, moi, c'est le musical, ma carrière. Mais ça paye très, très bien. Alors, je vais en faire pendant 1 an. » Vous connaissez la suite. Il a pu jouer au musical et il a fait la carrière la plus exceptionnelle avec aussi une audace incroyable par rapport à l'évolution politique des États-Unis, et notamment par rapport à la chasse aux sorcières, hein, qui avait déjà démarré après la Première Guerre mondiale, mais qui a été revitalisée par la guerre froide. Et Chaplin, finalement, a vu son visa déchiqueté par les autorités et a dû retourner en Angleterre, où il a fait Un roi New York, qui est un film qui est clairement une satire vitriolesque du macartisme américain. Avant ça, vous vous rappelez les temps modernes, vous vous rappelez la fameuse machine, etc. Je veux dire, c'était aussi, là encore une fois, un regard extrêmement caustique et humain sur la manière dont le taylorisme déshumanisait le travail à l'usine. Avant, quelqu'un qui construisait une automobile suivait toutes les étapes de la construction. Maintenant, c'était l'un visse le boulon, l'autre met la chaîne. Donc, plus personne ne se sent responsable du produit fini, et en plus, ça produit des problèmes musculaires, etc., puisque vous avez des gestes à répétition, et c'est ce qu'on voit dans les temps modernes. Il faut savoir que Chaplin était dans le collimateur de J. Edgar Hoover, hein, le patron du FBI, qui prenait de bonnes notes pour essayer effectivement de l'expulser. Il a été victime de plusieurs persécutions. Voilà, alors je retracerai donc tout ce parcours. Je parlais de Max Sennett. Max Sennett, c'était les Bathing Beauties ou bien les Keystone Cops, donc des films de poursuite ou des films avec des jeunes filles en maillot. Et c'était souvent improvisé et les personnages n'avaient aucune épaisseur. Et Chaplin, au bout d'1 an, 2 ans, s'est dit non, c'est pas ça que je veux faire. Moi, je veux créer un personnage qui est une humanité, un personnage où il y a les sentiments qui vont être importants, et il va créer le personnage de Charlot. Et c'est très, voilà, là, quand je disais que je repasse sur mes traces, petit, je ne supportais pas Charlie Chaplin parce que je pleurais comme une madeleine. Il m'émouvait et vraiment. Et donc, moi qui maintenant montre ces films-là aux enfants, enfin, maintenant les enfants de mes amis et amis sont un peu trop âgés, mais je leur ai montré, quand ils avaient 6 ans, 8 ans, 10 ans, je leur ai montré des Charlots, ils adorent, ils rient à gorge déployée. Moi, ce n'était pas mon cas. Et un jour, je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce que je ne reverrais pas un peu les films de Chaplin? Et j'ai trouvé ça absolument superbe, d'autant plus que beaucoup quand même de critiques ont dit oui, Chaplin, pantomime extraordinaire, personnage humain extraordinaire, mais enfin au niveau de la mise en scène, aucune idée. C'est totalement faux. Et donc, à mes cours, je joue sur plusieurs
plusieurs angles d'attaque. À la fois analyse du film, c'est-à-dire analyse de la mise en scène. Par exemple, Chaplin, souvent, l'action importante n'est pas montrée. Il montre ses effets dans le champ, c'est-à-dire ce qui a été filmé, mais on doit imaginer ce qui s'est passé hors champ, hors du cadre. Par exemple, dans l'opinion publique, il y a une jeune femme, c'est son premier film autoproduit et qui est un drame. Et c'est une jeune femme qui croit qu'elle est abandonnée par son amant. Ils avaient décidé le soir même de partir pour Paris. C'est tourné aux États-Unis, mais peu importe. Et elle est sur le quai de la gare. Et que va-t-elle faire? Est-ce qu'elle va renoncer à partir, mais elle est seule? Ou bien est-ce qu'elle va essayer de convaincre son amant, etc. Et il faut savoir que Chaplin avait commandé un train français pour des raisons d'authenticité, sauf qu'au moment où ils doivent tourner la scène, ils se rendent compte que les rails américains n'ont pas le même écart que les rails français. Pas moyen d'évidemment utiliser la locomotive. Et il a eu cette idée, ah mais c'est pas grave, je vais pas montrer la locomotive, je vais simplement montrer la scène est de nuit, il y a cette jeune femme seule sur le quai, et je vais montrer la lumière des fenêtres des wagons qui passe sur son visage et qui s'arrête. Son moment d'hésitation, je rapproche le cadre. Son visage, que va-t-elle faire? Elle décide de partir. Elle va devenir une mondaine à Paris. Et son amant, plus tard, la rejoindra. Et c'est un film tragique qui n'a pas eu de succès, mais l'opinion publique, Woman of Paris, est un chef-d'œuvre qui est le premier film produit au sein de United Artists que Chaplin avait créé avec Douglas Fairbanks et Mary Pickford, premier film. Et donc, on ne voit pas le train et il n'y a pas besoin de le voir. Ce qui est important, c'est l'émotion de l'actrice. Donc, à mes cours, j'analyse les idées de mise en scène. Deuxièmement, je resitue historiquement toujours les choses. Quand je vous parlais de Chaplin par rapport au macartisme, on ne peut pas voir un royaume à New York sans savoir qu'on est en pleine guerre froide, que Chaplin est banni des États-Unis. On le réinvitera 20, 30 ans plus tard pour un Oscar d'honneur pour toute sa carrière. Il est très âgé, il n'est pas loin de son décès, et il s'avance vers le micro et dit « merci », avec un regard qui en dit non sur l'ingratitude et l'injustice dont il a été victime aux États-Unis au moment de la chasse aux sorcières. Et donc, il faut se rendre compte aussi qu'Un roi New York est le seul film de l'époque à avoir osé critiquer autant. Il a été tourné en Angleterre. Aux États-Unis, vous auriez été de toute façon conduit en procès puis emprisonné, comme Dalton Trumbo, pardon, etc. Tous ces gens qui ont été victimes de ce qu'on a appelé la chasse aux sorcières. Donc, je resitue toujours les choses, alors encore plus dans le film, dans mon cycle Black Images Matter, puisqu'on ne peut pas comprendre les films où les Noirs ont des rôles importants dans les années 70 si on ne sait pas, et ce sont des rôles de révoltés, on ne peut pas le comprendre si on ne sait pas qu'il vient d'y avoir l'assassinat de Malcolm X, l'assassinat de Martin Luther King, la radicalisation du mouvement des droits civiques via les Black Muslims et les Black Panthers, et on ne peut pas comprendre l'impact que ces films ont eu sur le public à leur époque si on ne connaît pas un petit peu le cadre historique. Voilà. Donc, ce sont les deux angles d'attaque que j'utilise, avec parfois même d'ailleurs aussi des extraits de documentaires historiques, le discours I Have a Dream de Martin Luther King, des choses comme ça. Toujours pas de questions? Oh là là. Est-ce que c'est bon signe, Jacques? On voit tes paroles. Mais il y a du bon café aussi, hein, à la pause. Hein. Alors, ensuite, il y aura encore deux autres cycles. Donc, je vous ai parlé de Simon à l'écran, les amis Gabin, Black Images Matter, partie 4, qu'on peut suivre sans avoir vu les trois premières, de Charlot à Chaplin. Il reste encore, je faisais d'habitude deux cours différents par semaine. Ici, je n'en fais qu'un, mais ils sont plus longs. Il y aura un cours sur Louise Buñuel. Alors, Louise Buñuel, c'est un cinéaste qui a aussi un parcours extrêmement mouvementé parce qu'il vient en France, il est associé au groupe surréaliste avec L'Âge d'or, Un chien andalou, qui sont des films révolutionnaires. Et, il faut savoir, moi j'étais dans le cinéma où ça a été projeté, que les milices d'extrême droite sont venues jeter du vitriol sur les toiles de Dali qui étaient à l'entrée de ce cinéma et sur l'écran, voilà, par protestation contre le côté subversif de cette œuvre. Ensuite, Buñuel, qui était anti-franquiste, ce que n'était pas Dali,
et les deux se sont disputés à un moment donné. Buñuel est parti aux États-Unis, il travaillait au Musée of Modern Art. Dali l'a dénoncé comme étant un communiste, il a été viré. Il est parti à Hollywood, tout le temps moyen de trouver du travail. Et les portes du Mexique se sont ouvertes, mais le Mexique avait un cinéma très calqué sur le cinéma américain et très commercial. Et Buñuel a réussi, malgré ce carcan du cinéma commercial, à faire des œuvres majeures comme Los Olvidados, comme Elle, etc. Et Los Olvidados, vous avez, donc c'est la vie des gamins qui sont dans les rues. Et vous savez, parfois, moi je suis un grand voyageur et en même temps un cinéphile voyageur. J'ai fait le musée, comme je vous, pardon, j'ai fait le cimetière du Père Lachaise avec ses guides pendant 3 heures il y a 3 jours. Et puis, tout d'un coup, on était à Boulogne-Billancourt, mon épouse et moi, et je me dis, mais j'avais contacté Michel Deville il y a une dizaine d'années, et il vient de décéder, et il était de Boulogne. Et alors, je regarde sur le GSM de mon épouse, parce que je suis un dinosaure qui refuse la technologie moderne, je refuse le GSM, je regarde et je vois que Michel Deville est enterré au cimetière de Billancourt, et donc on a traversé tout Boulogne-Billancourt pendant 1h15 pour aller voir la tombe de Michel Deville. C'est à la fois un objectif, c'était aussi un hommage, et donc Los Olvidados, eh bien vous voyez à un moment donné, une scène, c'est une foire, et vous voyez que ce sont des gamins qui poussent le manège avec les chevaux de bois. Eh bien, 40 ans après le film, j'étais à Quito, en Équateur, et il y avait une kermesse. Il était 11 heures du soir, et qu'est-ce que je vois? 2 gamins qui poussent le manège des chevaux de bois. Comme quoi, Buñuel avait un regard qui était très, très pertinent sur les lacunes des systèmes sociaux dans certains pays d'Amérique latine et notamment au Mexique. Alors, il va faire, elle aussi, il va faire des films prodigieux au Mexique et puis revenir en France. Et là, il va collaborer avec quelqu'un que j'ai bien connu, Jean-Claude Carrière. J'ai présenté dans un débat à l'espace Delvaux, à la place Caim, j'ai présenté Jean-Claude Carrière, je l'ai interviewé pendant 2 heures face au public, et un homme d'une humanité incroyable, d'une culture gigantesque, et grand scénariste de Louis Malle, lequel j'ai donné 2 cycles ici à l'UDA, également de Buñuel. Et je m'aperçois que je déborde, et donc je clôture, excuse-moi Nicolas. Voilà, le dernier cycle, ce sera le cinéma allemand de l'après-guerre, la réunification. Là, encore une fois, j'ai été un fan absolu à 16 ans. Je découvre Schlöndorff, Wenders, Fassbinder, Herzog, c'est-à-dire ce jeune cinéma allemand qui a déchiré littéralement la page qui durait depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'au milieu des années 60, de l'amnésie de l'ère Adenauer. Les Heimatfilms, les Sissi, dont j'ai parlé à mon cours sur Romy Schneider, toutes ces sucreries viennoises et autres qui essayaient d'occulter le passé de l'Allemagne pour montrer une image idyllique de l'Allemagne, d'un grand empire austro-hongrois, des froufrous, etc. Et là arrive au milieu des années 60 une génération qui dit il faut donner un coup de balai. Et c'est cette génération-là dont je parlerai. Et j'ai rencontré Wenders, j'ai rencontré Herzog 2 fois. Ce sont des cinéastes exceptionnels, encore un peu en activité, mais quand même maintenant peut-être un peu oubliés, et c'est très injuste. Donc, j'en parlerai longuement. Voilà.